Sur France 24, il est 18 h à Paris, à la une de l'actualité au Maroc. Le bilan provisoire du séisme s'alourdit à 2681 morts et des milliers de blessés. La province d'Al Haouz, dans le Haut-Atlas, est la plus touchée. Et c'est une course contre la montre qui s'est engagée pour tenter de retrouver les survivants. Nous irons à Marrakech retrouver notre envoyé spécial Tarek Kaye. L'aide internationale s'organise. Le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis, mais pas la France pour l'instant. Catherine Colonna a appelé à ne pas créer de mauvaises polémiques, dit-elle, autour de cette aide éventuelle de la France au Maroc. La chef de la diplomatie française a annoncé une aide de 5 millions d'euros pour aider les ONG sur place. On en parlera avec Karim Akiki. Bonsoir Karim. Au sommaire, d'abord un fait du jour consacré au séisme au Maroc. Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, est notre invité. 18 h 40, l'économie avec Laure Manin. Le séisme au Maroc a fait des victimes, mais aussi des dégâts matériels et donc économiques. Cela pourrait toucher le secteur du tourisme. Le débat, 19 h 10, une nouvelle fois consacré au tremblement de terre au Maroc. Comment s'organisent les secours? Quels sont les besoins? Comment s'organise l'aide internationale? On verra notamment tout cela avec nos invités. 19 h 10. Le bilan provisoire du séisme au Maroc s'alourdit à 2681 morts et des milliers de blessés. La province d'Al Haouz, dans le Haut-Atlas, est la plus touchée. Des villages entiers ont été anéantis par la secousse. Les besoins sont immenses. C'est une course contre la montre qui s'est engagée pour tenter de retrouver des survivants. Anaïs Anquet de France Télévisions. Nouvelle scène d'effroi. Encore une fois, c'est un corps sans vie qui vient d'être découvert. Plus de 48 heures après le séisme, les secouristes s'activent dans ce village situé à 60 km au sud de Marrakech. Sans relâche, ces hommes déblaient les gravats. Mais pour l'instant, les images de rescapés sortis des décombres sont rares. Parfois pourtant, l'espoir renaît. Derrière les secouristes, les habitants hurlent, tous espèrent un miracle. Scène similaire dans le petit village de Moula Ibrahim. Vu du ciel, on peut voir l'ampleur des dégâts. Des centaines de maisons ont été éventrées. Ce sont les habitants qui déblaient à la main les gravats. Des conditions difficiles et pourtant plusieurs rescapés ont pu être sauvés. On a pu sortir 2 de nos amis des décombres. Ils sont à l'hôpital, mais ils sont peut-être morts. On ne sait rien de leur état de santé. Cet homme a survécu à l'effondrement de sa maison. Comme ses voisins, cela fait 2 jours qu'il tente de retrouver des survivants, car des dizaines d'habitants sont encore portés disparus. Il y a beaucoup de morts. On est arrivé à 30, mais il y a encore des gens qui sont sous terre. Parmi les victimes, les voisins de ce jeune homme, leurs corps ont été retrouvés hier. La maison avait 3 étages. Les 3 filles étaient en haut et la mère en bas. À 23 h, pendant le tremblement de terre, tout s'est effondré. Ici désormais, seuls les enterrements viennent interrompre les recherches. Sur ces brancards, un homme et une femme sont inhumés sous le regard des habitants. Dans ces localités reculées, désormais tous n'ont qu'un espoir, l'arrivée des secours. Et on retrouve Tarek Kaye, notre envoyé spécial à Marrakech. Tarek, bonsoir. Vous avez passé la journée dans un centre d'hébergement à Marrakech. Comment s'organisent les secours ? Tout à fait, nous sommes toujours dans ce centre d'hébergement. En effet, il s'agit d'un stade de foot, le stade 20 août qui se trouve en plein cœur de la médina de Marrakech. Ce stade de foot a été donc transformé en un centre d'hébergement. Il a ouvert ses portes dès hier soir et depuis ce matin, ce sont des familles, surtout des femmes et des enfants, beaucoup d'enfants en bas âge qui viennent ici pour pouvoir donc se reposer et même dormir. C'est un centre d'hébergement qui remplacera toutes ces maisons qui ont été détruites. Toutes ces personnes
personnes qui sont là ont passé les 2 dernières nuits à l'extérieur. Ils ont dormi à même les trottoirs. Ils n'avaient nul endroit où aller puisque toutes leurs maisons donc, ont été ou détruites ou dont les murs ont été fissurés. Et donc il s'agit de ce centre. À travers ce centre, c'est l'une des premières donc, ou l'un des premiers pas concrets, disons, en termes d'aide pour toutes ces populations sinistrées. Cette tente donc a été montée sur la pelouse même du stade de foot. Elle sera dédiée aux femmes et aux enfants. Et en ce moment même où je vous parle, je vois devant moi des dizaines et des dizaines d'hommes en train de monter une autre tente qui est censée, elle, accueillir des hommes cette fois-ci. Au total, la capacité d'accueil de ces 2 tentes sera d'environ 750 personnes. Depuis des heures, donc, nous avons pu nous entretenir avec toutes ces personnes présentes ici et nous avons recueilli un peu les mêmes témoignages, des témoignages forts qui nous parlent de cette soirée du vendredi où la vie de toutes ces personnes a littéralement basculé. Toutes ces personnes nous ont parlé des difficultés qu'ils ont eues, tout d'abord de la peur, la panique qu'ils ont ressentie lorsque la terre a tremblé et par la suite leur premier réflexe était de sortir et de quitter leur maison. Elles nous ont parlé des 2 nuits extrêmement difficiles qu'elles ont passées à l'extérieur avec des enfants en bas âge, comme je le disais, et donc de cet élan aussi de solidarité qui se concrétise par le biais de ces aides ici. Toutes ces personnes donc habitaient la Médina de Marrakech et quand on parle de la Médina, on parle de bâtiments très anciens et donc on peut dire que c'était un peu normal malheureusement que ces dégâts donc, et ce tremblement de terre impactent de cette manière tous ces bâtiments. Ces personnes qui sont présentes ici sont en quelque sorte soulagées d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger et de quoi boire, mais ils sont tous conscients qu'il s'agit ici d'une solution qui ne peut être que provisoire et ils sont forcément inquiets pour des lendemains qui risquent d'être assez difficiles. Merci Tarek. Tarek Kaye, donc en direct de Marrakech. L'aide internationale s'organise également. Le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Pas pour la France pour l'instant. Malgré tout, de nombreux Français se mobilisent spontanément ou par le biais d'associations. Lionel Feuerstein. Dans cette zone reculée de l'Atlas, l'armée marocaine a commencé sa distribution de vivres et de médicaments. Une aide d'urgence bienvenue pour les milliers de victimes qui restent 48 heures après la catastrophe dans le dénuement le plus complet. Pour l'heure, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, le Royaume-Uni, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Espagne. Hier, Madrid a envoyé 86 secouristes et des équipes cynophiles pour essayer de dégager des habitants des décombres. Nous nous préparons à approcher notre zone d'action où nous établirons notre base. Un site à partir duquel nous espérons pouvoir secourir des victimes. À Saint-Étienne, des pompiers bénévoles, habitués à intervenir sur des catastrophes naturelles à l'étranger, se préparent eux aussi à se rendre au Maroc. On a de quoi faire des pansements, on a des transmettre, on a de quoi poser des perfusions. On part avec un médecin, 2 infirmières, 4 sapeurs-pompiers. Tous ceux-ci sont déjà partis en mission. En Normandie, cette autre équipe de secouristes souhaite, elle aussi, aller sur place pour installer un hôpital de campagne. La difficulté, c'est de se rendre le plus rapidement possible, attendre toutes les autorisations et de se rendre le plus rapidement possible au plus près de la catastrophe pour s'occuper des victimes. C'est une course contre la montre. Oui, qui est lancée déjà. La France n'est pas encore autorisée officiellement à intervenir, mais les ONG se préparent malgré tout, comme le Secours populaire qui a récolté 800 000 €. On est plutôt dans l'action, dans le soutien immédiat. Et effectivement, les polémiques qui pourraient venir ou pas, ce n'est pas le sujet pour nous. Les bénévoles français arrivés sur place espèrent obtenir rapidement le feu vert des autorités pour prêter main forte aux sinistrés. Catherine Colonna a appelé à ne pas créer de mauvaises polémiques, dit-elle, autour de l'aide éventuelle de la France au Maroc. On va écouter la chef de la diplomatie française. Permettez-moi de dire que c'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que
des réponses soient apportées à son besoin. Nous avons fait une offre, une 60aine de pays ont fait des offres et le Maroc décide souverainement. Le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai eu moi-même mon homologue, encore longuement hier. Tous les contacts sont pris à tous les niveaux. Non, mettons ça de côté. Des gens souffrent, des gens ont besoin d'aide. Nous sommes tous prêts à répondre et il faut ne pas mettre de mauvaise querelle. Le président de la République a parlé au roi du Maroc depuis ils ont échangé. Le roi était en réunion de crise quand le président cherchait à le joindre. Et comme il l'a dit hier, ils ont échangé depuis. Karim Akiki, bonsoir. Catherine Colonna, donc, qui explique que le Maroc est souverain. Racontez-nous brièvement pourquoi les relations entre la France et le Maroc se sont refroidies. Et ensuite, nous irons à l'Institut du monde arabe retrouver notre invité Jack Lang. Oui, les relations se sont refroidies depuis longtemps, depuis au moins 2 ans. La première des raisons, ce sont d'abord la décision de la France de réduire le nombre de visas qu'avaient demandé les Marocains pour pouvoir arriver en France. Eh bien, le gouvernement marocain, Rabat, avait fortement montré son indignation à propos de cette politique des visas. Ça, c'est un premier dossier qui a quand même pas mal refroidi les relations entre le Maroc et la France. Les relations ne sont pas rompues, mais elles sont tendues. On rajoute à cela la question du Sahara occidental, la question du Sahara occidental qui est fondamentale pour Rabat. Eh bien, Rabat estime que la France ne l'a pas soutenu. À la différence de 3 des pays qui sont autorisés à envoyer de l'aide, qui font partie du groupe Abraham, que sont la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis ou encore l'Espagne. L'Espagne qui est proche physiquement du Maroc et qui a cette politique. Et puis, dernièrement, il y a aussi un contentieux qui remonte presque un contentieux personnel entre le roi du Maroc et Emmanuel Macron. Eh bien, c'est l'affaire Pegasus. Vous vous souvenez, cette affaire d'écoute opérée par les Israéliens, logiciel israélien, qui avait permis d'écouter le président de la République directement. Donc, toutes ces difficultés ressurgissent aujourd'hui au grand jour, même si en France, la mobilisation nationale au niveau privé et public, elle est immense. La douleur est immense. Eh bien, en attendant, le Maroc a bien fait savoir qu'il ne voulait pas de cette aide. La France n'est pas la seule. Les États-Unis, l'Union européenne, par exemple, ne sont pas engagés non plus. Le Maroc a fait le choix maintenant d'éviter ce qu'il a dit, un effet contre-productif, qu'il y ait trop d'aide. Et bien, pour cela, il a décidé lui-même de réguler et de choisir qui peut envoyer de l'aide ou pas. Vous restez avec nous, Karim. On va tout de suite à l'Institut du monde arabe, qui est à Paris, dans le 5e arrondissement, retrouver le président de l'Institut, Jack Lang. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. L'Institut du monde arabe, Jack Lang, s'occupe plutôt du patrimoine et de la culture. Il vient d'ailleurs d'y avoir une exposition à Rabat d'œuvres de l'Institut du monde arabe. Mais vous avez fait inscrire ces mots sur la façade de l'Institut, Maroc au cœur. Est-ce pour montrer votre solidarité? Solidarité totale. Solidarité amicale d'abord et affective à l'égard de ce peuple que nous aimons, de ce pays que nous respectons et admirons. Oui, en effet, c'était souhaitable que l'Institut du monde arabe, dès la première heure, en lettres géantes, illuminées le soir, puisse dire que le Maroc est avec nous, dans notre pensée, dans notre cœur. Et que nous souhaitons que tout soit fait par les uns et les autres pour que le Maroc puisse se relever de cette terrible tragédie. L'Institut est doté d'un conseil d'administration, Jack Lang, 14 membres, c'est ça, et le Maroc en fait partie. Les liens donc sont importants avec ce pays. Est-ce que ça pourrait aller au-delà du culturel dans le cadre d'un séisme comme celui-là ? Mais écoutez, les choses ne se séparent pas. Nous sommes à la fois liés à la culture, à la politique au sens le plus noble, aux relations internationales. Et le peuple marocain est à la fois un peuple travailleur et un peuple de culture. Et nos liens, les liens de l'Institut du monde arabe avec le Maroc sont très étroits. Sa Majesté, le roi du Maroc, c'est même une exception, est venu à plusieurs reprises, ici même à Lima, visiter des expositions. Il a même présenté le projet qu'il avait de créer à Paris un centre culturel du Maroc. Et nous avons des liens en particulier avec Mehdi Kotbi, la fédération des musées du Maroc. Et cet après-midi même, nous avons, entre la fédération des musées et Lima, signé un texte par lequel
nos deux institutions sœurs, nos deux institutions amies, invitent les artistes à faire don, s'ils le souhaitent, de leurs œuvres pour qu'elles soient ensuite transformées en argent pour aider le peuple marocain, les citoyens marocains. Le roi du Maroc a accepté l'aide de l'Espagne, on le disait, mais aussi de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes unis, pas celle de la France. Jack Lang, les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont fraîches. Catherine Colonna a dit que c'est une mauvaise querelle, je la cite. Elle souligne qu'Emmanuel Macron a échangé à de nombreuses reprises au cours de l'été avec le roi du Maroc. Pourquoi un tel blocage du côté du Maroc? Là, j'interroge l'homme politique. Écoutez, le roi du Maroc est une personnalité forte. C'est un homme d'action. C'est un homme qui se dévoue en permanence pour son pays et pour la paix dans la région. C'est un homme d'expérience aussi. Il sait qu'il a par exemple gagné la bataille contre l'épidémie, contre le Covid, parce qu'il a décidé de s'engager avec les meilleurs citoyens marocains pour trouver les solutions. Un exemple, le Maroc n'avait pas un seul masque. Et grâce à l'action menée par Sa Majesté, le Maroc a pu fabriquer des masques qu'ils ont ensuite distribués à l'ensemble des pays. Je ne connais pas la situation telle qu'elle est, évidemment. Mais j'imagine que le raisonnement des autorités marocaines, c'est de se dire que lorsqu'on a affaire à une situation comme celle-là, en haute montagne, dans des villages, des routes bloquées, il est indispensable d'engager les choses solidement et sérieusement. C'est pourquoi il a misé d'abord et avant toute chose sur les forces marocaines, les forces de police, les forces militaires, les forces de médecine qui sont de très bon niveau. Et vous voyez que la façon dont les autorités marocaines se livrent à cette action pour tenter de sauver le maximum de citoyens et d'arracher ceux qui malheureusement sont morts, sont des efforts exceptionnels. Et je comprends qu'en termes d'organisation, il n'est pas souhaitable de multiplier les contributions. Mais le jour viendra, j'en suis certain, où la France apportera sa contribution. D'ailleurs, elle l'apporte à travers des organisations humanitaires. Madame Colonna a rappelé l'argent qui est donné à ces organisations et les citoyens aussi. Non, je veux dire, la chose essentielle, c'est l'admiration qu'inspirent les Marocains, les Franco-Marocains, les Français, qui sur place font un travail admirable pour tenter de sauver des vies et tenter de vaincre cette malédiction. Donc pour vous, c'est plus un problème d'organisation du côté du Royaume, plutôt que justement un refroidissement dans ces relations diplomatiques entre la France et le Maroc? Bon, il y a votre analyse, un moment ou un autre. Non, mais mon analyse, c'est que, d'abord, si vous voulez, mon analyse, elle est d'abord, je dirais, c'est pas d'analyse, c'est le cœur. Nos cœurs souffrent de cette situation. Et je n'ai pas envie que l'on politise cette situation. La politique n'a rien à faire dans cette situation. Il faut respecter la souveraineté du Maroc. Il faut respecter Sa Majesté le roi du Maroc qui conduit ses opérations avec les meilleurs. Il sera présent, je crois, à Marrakech aujourd'hui ou demain. Il aura l'occasion de s'exprimer. Place d'abord au roi et aux autorités marocaines. Et la France, le président Macron l'a dit, est prête à tout moment à venir apporter des soutiens et des aides. Mais je ne veux pas que l'on politise à propos d'une situation qui est d'abord humaine, terrible, terrible, et qui nous fend le cœur. Et ce que l'on fait les uns les autres, associations culturelles, et en particulier, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fondation des musées, qui est une fondation créée par le roi et présidée excellemment par Mehdi Kotbi, et l'Institut du monde arabe pour collecter des fonds venant de la vente de dons d'artistes est une manière aussi d'aider, je l'espère, à la reconstruction et à d'aider les familles qui se trouvent dans une situation terrible. Donc je crois que tous les débats politiques du moment sont malvenus. À un moment où le peuple marocain souffre et doit être soutenu de manière totale et absolue.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Jack Lang, président donc, de l'Institut du monde arabe. Karim, pour rebondir sur ce que vient de dire justement Jack Lang, un mot peut-être sur la diaspora marocaine, très importante en France. 1 500 000 Marocains installés en France, 670 000 binationaux. Là, il y a une solidarité qui s'organise. Une extraordinaire solidarité. Peut-être que l'aide officielle de la France n'est pas encore sollicitée, mais l'aide au niveau du privé, des associations, elle est déjà en place. Il y a des collectes, par exemple, dans les marchés de l'Île-de-France, où on collecte des couvertures, des serviettes, de l'eau, pour envoyer directement là-bas. Il y a une grande prise de conscience également au niveau national. Les Français qui connaissent le Maroc. Je vous rappelle qu'il y a 51 000 Français qui vivent au Maroc régulièrement et qui travaillent. Eh bien, ce lien, cette proximité se traduit directement dans les faits avec une mobilisation, avec de l'aide. On a vu également les binationaux qui sont connus comme des acteurs, des comédiens qui ont appelé également à l'aide. Et cette solidarité, elle est partout visible et valable. La seule question, c'est comment organiser l'aide, comment l'acheminer, être en lien avec les associations marocaines pour pouvoir être au plus près des besoins, parce que l'urgence absolue, c'est maintenant, et toutes les minutes, j'allais dire, ou les heures comptent. Elles sont importantes pour pouvoir justement aider, arriver à aider les personnes qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent même pas revenir chez eux parce qu'il faut attendre que les bâtiments soient sécurisés. Et bien cette première aide, elle existe en France et elle est très solidaire vis-à-vis des Marocains. Les Marocains eux-mêmes, également les Français, toutes les communautés en France se sont mobilisées et se mobilisent depuis le séisme pour pouvoir aider. Merci beaucoup Karim. À Marrakech, ils sont d'ailleurs très nombreux à dormir dehors par crainte de nouvelles secousses. Regardez ce reportage dans l'ancien quartier juif de Marrakech de nos envoyés spéciaux. France 24, Sofia Catala, Marina Colorado avec Axel Simon. Les destructions sont importantes dans les ruelles et les habitations du Mela, l'ancien quartier juif de Marrakech. La maison de Fatima n'a pas été épargnée. Elle peut à peine rentrer chez elle. Je veux récupérer des papiers et quelques vêtements. Et j'attends le passage des inspecteurs. Regardez l'état de la maison. Et je n'ai que ça pour m'habiller. Personne n'est venu m'aider pour évacuer tout ça. Heureusement que mon fils n'était pas là, sinon il aurait été pris au piège. Cette nuit-là, Hayat, elle, était chez elle. La table et les couverts se sont mis à bouger et à tomber. Je suis tombée moi aussi. Puis j'ai entendu des cris. J'ai voulu sortir, mais ma porte était bloquée. Impossible de l'ouvrir. Ce sont les gens qui m'ont aidée par l'extérieur. Et j'ai pu sortir de là. Leurs maisons sont devenues inhabitables, à l'image de nombreuses habitations de ce quartier, l'un des plus pauvres de Marrakech et l'un des plus touchés par le séisme. Les spécialistes ont commencé à réaliser leurs inspections. Notre rôle est de constater les dégâts du séisme dans la vieille ville et d'évaluer l'état des habitations. Il faut diagnostiquer les bâtiments qui risquent de s'effondrer et évaluer le degré de dégradation. Ils assurent qu'ils font tout leur possible pour aider au maximum, mais il y a encore beaucoup à faire dans le quartier et dans la ville. Comme Hayat, nombreux sont ceux qui préfèrent encore dormir à l'extérieur par crainte de nouveaux effondrements. J'ai 4 enfants et il y a ma mère aussi. On est 6 à la maison et maintenant on vit dehors. Vous avez bien vu ce qui reste de notre maison. Tout est détruit. Mais si nous partons d'ici, quand on reviendra, tout ce qu'on aura laissé aura été volé. Toute la famille reste donc pour le moment aux abords de leur quartier sinistré, préférant ne pas rejoindre les quelques refuges ouverts à Marrakech. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le séisme au Maroc et ses conséquences. Nous allons y revenir bien sûr dans 5 petites minutes. Restez avec nous, on va parler aussi économie, l'impact sur le tourisme, parce qu'il y a un impact aussi important. Il y a de nombreux touristes français et de l'Europe entière, du monde entier au Maroc. Le débat sera également consacré à ce séisme. Ça sera à 19h10 avec nos invités. On va poser la question de comment les secours s'organisent. Restez avec nous. RFI
France 24 vous propose le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment. Des interviews politiques menées par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière dans Mardi Politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité. La météo avec Carrefour Assurance. Assure les besoins de toute la famille. Carrefour, bien plus que des courses. Regardez la météo avec le département du Nord. La destination à vivre. Vivez le Nord. La météo avec Carrefour Assurance. Assure les besoins de toute la famille. Carrefour, bien plus que des courses. C'était la météo avec le département du Nord. La destination à vivre. Vivez le Nord. Y después dormíamos aquí en el suelo, con mucho frío. Había que dejar un estrecho como un camino para dar pasada a los militares que nos venían a buscar y a sacar en la noche para ir a la tortura y a los interrogatorios. Aquí estuve con 2 compañeros más en esa celda y esos compañeros hasta el día de hoy están desaparecidos. Il y a 50 ans, le Chili vivait un coup d'État sanglant, faisant 40 000 victimes, dont plus de 3 000 morts et disparus. Aujourd'hui encore, le pays reste divisé sur son histoire. Violencia no había. Se tenía que acatar una orden, vivíamos en paz, vivíamos tranquilos. Une bataille de mémoire à découvrir dans le nouveau numéro de Billets Retour, Dictature de Pinochet, sur France 24 et france24.com. Quartetto Tafi, un groupe RFI Talent. Découvrez Buelben, le clip qui parle de l'exil forcé du quartet franco-argentin. Le hip-hop fait
fête ses 50 ans. Plus qu'un genre musical, un phénomène mondial. À l'affiche est à New York pour comprendre comment cette culture née dans les rues du Bronx est devenue un art incontournable. Ne ratez pas nos 3 émissions spéciales pour tout savoir de l'histoire du hip-hop, des pionniers aux femmes de cette industrie, en passant par la mode. À l'affiche, présenté par Louise Dupont, à voir sur France 24 et sur france24.com. Bienvenue sur France 24, il est 19h à Paris. À la une de l'actualité au Maroc, le bilan provisoire du séisme s'alourdit à 2681 morts et des milliers de blessés. La province d'Al Haouz, dans le Haut-Atlas, est la plus touchée. C'est une course contre la montre qui s'est engagée pour tenter de retrouver des survivants. Nous irons à Marrakech retrouver notre envoyé spécial Tarek Kaye. 1,5 million de Marocains sont installés en France, dont 670 000 binationaux. L'inquiétude domine pour tous ceux qui ont des proches ou de la famille au Maroc. Vous verrez le reportage de nos correspondants à Toulouse et à Montpellier. Le séisme aura-t-il un impact sur le tourisme au Maroc? Plus de 4 millions de Français y voyagent au Maroc chaque année. Nous verrons cela dans la chronique économie de Laure Manin. Le bilan provisoire du séisme s'est donc alourdi à 2681 morts, des milliers de blessés. La province d'Al Haouz, dans le Haut-Atlas, est la plus touchée. Des villages entiers ont été anéantis par la secousse. Les besoins sont immenses. C'est une course contre la montre qui s'est engagée pour tenter de retrouver des survivants. Anaïs Anquet, France Télévisions. 3e nuit dehors par moins 4 degrés. Et au petit matin, le thé qui réchauffe. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, qui préparent la soupe du petit déjeuner. Dans ce village de 600 habitants niché au cœur de l'Atlas, la vie s'organise sur la place principale. Plus de 200 maisons ont été détruites ou endommagées. C'est ensemble que la petite communauté essaie de surmonter le traumatisme. On a reçu de l'aide d'autres villages et de petites associations. On commence à organiser les repas pour tout le monde. Mais il nous faut encore plus de farine. On n'en aura pas assez. En 1 minute, notre vie a basculé. On ne peut plus retourner chez nous. On a trop peur. Ma petite fille est terrorisée. Une trentaine d'habitants a perdu la vie à Asni, un village modeste qui vit de l'agriculture. Sur la place centrale, les blessés se retrouvent sous ces quelques tentes reçues hier, dans la confusion, l'anxiété et l'impuissance. J'ai vu des médecins pour la première fois hier, mais ils n'ont pas de moyens. Et trop de gens à voir. Ils m'ont juste mis une bandelette. J'ai des hématomes partout, sur le corps, la tête. J'ai vraiment mal. Youssef est né à Asni. Sur les réseaux sociaux, il appelle à l'aide pour que plus de secours parviennent à son village. Et donc voilà notre maison ici. Vraiment, elle a des grandes pertes, comme vous voyez. La maison construite par son grand-père est inhabitable. Avec ses voisins, il demande des couvertures pour l'hiver qui va arriver vite et un soutien pour la reconstruction. La plupart des gens ici, ils n'ont pas les moyens. Oui, pour reconstruire, donc ils ont besoin des aides, surtout pour reconstruire donc leur maison. Juste à côté, son voisin protège ce qui lui reste. Une vie de famille emballée dans ces quelques cartons, sous une bâche. Dans tous ces villages de l'Atlas, les mêmes demandes, des couvertures et des tentes, car les habitants l'ont compris, ils vont certainement passer l'hiver dehors. C'était les envoyés spéciaux Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas dans le village d'Asni. Nous allons tout de suite à Marrakech retrouver Tarek Kaye, notre envoyé spécial. Bonsoir Tarek, vous êtes toujours dans un centre d'hébergement à Marrakech. La solidarité s'organise. Tout à fait, la solidarité s'organise ici dans ce centre d'hébergement qui vient d'être ouvert et qui accueille depuis ce matin ces dizaines et des dizaines de personnes, les habitants surtout de Marrakech qui ont perdu leur domicile ou dont les domiciles ont été endommagés en raison du tremblement de terre. Donc comme vous le voyez derrière moi, cette aide se met en place, comme vous le voyez, des matelas qui sont présents et des familles. Il y a beaucoup de femmes ici présentes
ans et des enfants en bas âge. Il s'agit ici donc de la première concrétisation en matière d'aide pour toutes ces populations sinistrées qui ont presque tout perdu. On a pu nous entretenir durant toute la journée avec toutes ces personnes qui habitent pour la grande majorité d'entre eux la Médina. Et quand on parle de la Médina, on parle donc de bâtiments assez anciens qui n'obéissent pas à des règles antisismiques et donc qui sont vulnérables à ce genre de tremblement de terre. Ils nous ont parlé de ces scènes de peur, de panique qu'ils ont vécues le vendredi soir. Certains qui étaient en train de regarder un film avec leur famille, d'autres qui étaient en train de lire ou de cuisiner et soudain leur vie a basculé. L'électricité qui a été coupée et le plafond qui s'est effondré ou les murs qui se sont fissurés et la première réaction qui était celle de sortir le plus vite possible dans la rue en prenant le minimum d'affaires. Et c'est exactement donc dans cette situation qu'ils se trouvent actuellement. Ils n'ont pas pu se rendre chez eux. Ils ont toujours habillé de la même manière et ils dépendent donc beaucoup de cette aide qui vient d'être mise en place, cette aide donc qui se concrétise par le biais de cette tente qui est là, qui peut accueillir peut-être 500 ou 600 personnes et signe donc de l'augmentation du nombre de ces personnes. En face de moi, sur cette pelouse du stade du 20 août de Marrakech, une autre tente est en train d'être montée pour accueillir un plus grand nombre de personnes. Ici, donc, le genre d'aide auquel ils peuvent s'attendre, donc de l'eau, de la nourriture, ils peuvent prendre des douches. Mais il y a aussi un suivi psychologique, il y a également des médecins et il y a des bénévoles que nous avons pu rencontrer aujourd'hui, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'étudiants qui arrivent ici avec des denrées alimentaires et qui essayent d'apporter un peu, de soulager toutes ces personnes qui sont extrêmement fatiguées. Ces personnes qui sont là ont passé les 2 dernières nuits à l'extérieur en dormant sur les trottoirs, dans les espaces publics. Et donc inutile de vous dire le degré de fatigue, le degré d'inquiétude qu'ils ont. Cette inquiétude qui est très présente, surtout quand ils pensent à leur avenir, un avenir très incertain, puisque cette solution-là est une solution à très court terme et ne peut pas perdurer. En ce moment, les enfants devaient être scolarisés, les enfants sont là sans aucune solution et donc beaucoup d'inquiétude quant à leur avenir. Merci Tarek Kaye à Marrakech. L'aide internationale commence à s'organiser. Le Maroc a accepté l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar ou encore des Émirats arabes unis. Pour l'instant, il n'a pas accepté l'aide de la France. Et des volontaires locaux, en tout cas, organisent des collectes de sang. Vous allez le voir, Julien Chehida. Dans le village d'Imintala, ces secouristes espagnols recherchent toujours d'éventuels survivants. Les dégâts sont considérables dans cette région montagneuse et sa localisation ralentit l'arrivée des secours. C'est très isolé et il nous a fallu environ 8 heures pour arriver ici. Il n'y avait pas encore de secouristes et nous sommes arrivés avec la police. La destruction est totale. Tous les bâtiments se sont effondrés. Ce sont dans les provinces d'Al-Ouz et Taroudant que les dégâts sont les plus importants. Pour les secouristes comme pour les humanitaires, le défi est d'acheminer l'aide le plus vite possible. Cet hélicoptère n'a pas pu atterrir et a dû larguer ses colis pour atteindre les habitants des villages. Après avoir enterré leurs morts, ces villageois d'Amizmiz cherchent eux-mêmes des survivants. Dans le même temps, d'autres réceptionnent l'aide fournie par la protection civile. Une majorité de magasins est soit détruite, soit fermée. Pour les sans-abri, l'armée a déployé un camp de fortune avec des tentes. Un moindre mal pour ceux qui n'ont eu d'autre choix que de passer les dernières nuits dehors. Face à la catastrophe, les Marocains ont répondu à l'appel des médecins. À travers tout le pays, les files d'attente s'allongent pour venir donner son sang. Parmi les donneurs figurent les footballeurs de l'équipe nationale. En parallèle, des volontaires ont mis en place une chaîne de distribution de nourriture et de biens de première nécessité. Alors que des plaintes visent les autorités, accusées d'avoir tardé à réagir après la catastrophe. 1,5 million de Marocains sont installés en France, dont plus de 600 000 binationaux. L'inquiétude domine pour tous ceux qui ont des proches ou encore de la famille au Maroc. On a suivi certains d'entre eux. Maya Larguet avec nos correspondants à Toulouse et Montpellier.
Mélinda Mrini habite à Nice, mais une grande partie de sa famille réside au Maroc. Elle prend des nouvelles de sa petite cousine de 25 ans. Coucou ma chérie. Ça va ma soeur? Comment ça va? Comment tu te sens depuis... T'as réussi à dormir? Non, depuis 2 jours, j'arrive pas. Elle vit à Mzouda, à tout juste 40 km de l'épicentre. Elle a eu très peur et a échappé au pire. Juste à côté, il y avait une maison qui a été détruite normalement. Et il y avait toute une famille qui a été décédée. Essaye de te dire que voilà, le pire est passé et que tu as eu beaucoup de chance en fait. On a eu très peur. J'ai eu très peur quand j'ai appris la nouvelle. Cette journaliste franco-marocaine connaît particulièrement bien la région touchée. J'ai réalisé un certain nombre de documentaires dans cette région en fait. Et donc j'ai côtoyé ces gens-là. Je les ai vus, c'est d'une gentillesse, d'une hospitalité, mais c'est horrible. Et là, j'ai essayé de joindre certaines personnes que j'avais encore dans mon téléphone comme contact. J'arrive pas à les joindre. J'espère qu'ils vont bien. À Mantes-la-Jolie, ce Marocain aussi suit la situation sur les réseaux sociaux. Sa famille réside non loin des lieux du drame. Il appelle dès qu'il le peut. Il y a ma mère, il y a ma sœur, mon frère, leurs enfants, les voisins, les cousins, cousines. On a essayé d'avoir un peu tout le monde au téléphone. À Montpellier, la communauté marocaine se mobilise. Je lui ai déposé des couches, des lingettes pour bébé. Et voilà. Et puis demain, je repasserai pour amener d'autres dons. Produits pour enfants, matériel médical, l'ONG Caravane Solidaire a lancé un appel aux dons. Et chacun veut apporter son soutien. C'est mon pays parce que c'est des gens qui sont dans le besoin et parce que j'ai envie d'aider comme je peux la communauté marocaine et les gens qui sont vraiment dans le besoin sur place et dans la détresse. Un premier chargement partira dès cet après-midi. Et des Français se mobilisent en France avec la communauté marocaine. Un exemple avec la mairie d'Antony en banlieue parisienne. Une collecte a été organisée. Nos reporters sont sur place. Pauline Godard, Mohamed Farah, Georges Asbeck. Nous nous trouvons à l'intérieur de la mairie d'Antony, là où un point de collecte a été mis en place. Ici, les élus, mais aussi les employés de la mairie se mobilisent. Il y a également de nombreux bénévoles comme Jamila. Jamila, bonjour. Bonjour. Vous avez de la famille qui se trouve au Maroc à l'heure actuelle. Vous êtes originaire notamment de Taroudan, cette ville qui a été très impactée par ce tremblement de terre. Que vous dit votre famille sur place? De quoi les gens ont-ils besoin? Les gens ont besoin de denrées alimentaires. Ils ont également besoin de tout ce qui est linge de lit pour pouvoir dormir dehors, parce que la plupart dorment encore, ont eu malheureusement leur maison détruite. Donc ils ont besoin d'avoir des sacs de couchage, tout ce qui est couette, oreiller, vêtements également. Donc vêtements pour enfants, pour femmes, pour hommes. Ils ont tout perdu malheureusement, donc il faut se reconstruire. Donc tout ce qui est besoin au quotidien, donc produits d'hygiène, produits pour bébés, pour enfants. Donc c'est voilà, pour de quoi survivre entre guillemets. Depuis que ce point collecte a ouvert, vous voyez les habitants d'Antony et peut-être d'autres villes aussi venir ici apporter justement de nombreux dons? Ah oui, effectivement, là on est vraiment étonnés du don qu'on reçoit là depuis ce matin, que ce soit sur Antony ou sur toute l'île de France. On a beaucoup d'appels, des personnes qui nous demandent à quelle heure on est ouvert pour pouvoir déposer. Donc on est là jusqu'à vendredi, parce que notre camion part vendredi soir. Et effectivement, on a énormément de dons et on remercie effectivement toutes les personnes qui viennent déposer les dons. Alors, comment justement va être acheminée cette aide jusqu'au Maroc et jusqu'à Taroudan? Aussi que ce n'est pas forcément toujours facile pour les associations. Alors, comment il est possible que l'association, le Cercle Eugène Delacroix, parvienne justement... Tout a été verrouillé, tout a été fait pour que cette aide arrive à bon port. Alors, on a cette chance-là d'avoir Antony qui sera jumelé d'ici le 28 septembre avec Taroudan. Le maire d'Antony a contacté directement le maire de Taroudan pour pouvoir du coup débloquer les fonds qu'on a ici. Et c'est grâce à ce partenariat qu'on a pu effectivement avoir ce déblocage et qu'on peut débloquer du coup les dons qu'on a collectés. Ça sera envoyé à partir de vendredi, comme je vous le disais. Donc dès vendredi, le camion part et arrivera normalement lundi directement à la mairie de Taroudan pour distribution par le biais de notre association et d'autres personnes qui sont sur place.
Merci beaucoup, Jamila. Donc vous le savez maintenant, si vous voulez continuer à apporter de l'aide ici, qui partira donc d'ici la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, eh bien vous avez jusqu'à vendredi. On va continuer à parler du séisme au Maroc, mais d'un point de vue économique, puisque c'est le journal de l'Écho tout de suite avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Le séisme au Maroc a fait donc de nombreuses victimes, mais aussi des dégâts matériels. Et bien sûr, il a un impact économique. Ça peut sembler anecdotique à ce stade, bien sûr, mais en réalité, ça a déjà un certain nombre d'effets très lourds à long terme. C'est le dernier d'une série de coups durs pour le pays. Oui, rappelons-nous qu'en 2020, il y a eu la pandémie et que ça avait déjà fait retomber le Maroc à son état à ses niveaux de pauvreté de 2014. Le Maroc qui avait donc enclenché une remontée à marche forcée pour rebooster l'économie. Ça avait porté notamment sur plusieurs points avec la hausse des transferts d'argent des Marocains qui résident à l'étranger, qui avait beaucoup augmenté l'année dernière, plus 16%. Et puis une reprise du secteur touristique également qui avait fait un bond de géant. C'était plus 170% l'année dernière. Et ça avait même permis au secteur de retrouver ses niveaux pré-pandémie. Mais ces tendances qui se constatent également en 2023 n'ont pas permis de contrebalancer un certain nombre d'effets négatifs. L'agriculture, ça représente par exemple 18% du PIB du pays. Or, en 2022, il y a eu la sécheresse la plus violente dans le pays en 30 ans, une sécheresse qui s'est poursuivie en 2023, au point qu'on parle désormais de sécheresse chronique, avec des tensions qui se renouvellent sur l'eau et qui pèsent évidemment sur tout le secteur, aussi bien pour les ventes, le commerce de ces produits agricoles, mais aussi pour nourrir la population. Au point que... Par ailleurs, il y avait également eu les mêmes effets au Maroc que pour le reste du monde avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février dernier. En 2021, le taux d'inflation était de 1,4%. En 2022, il est passé à 6,7%. Il va probablement continuer à augmenter pour cette année en 2023. Donc la pression pour la population va continuer à se poursuivre. La population qui a perdu des gens au pouvoir d'achat et qui va continuer à se retrouver en grande difficulté. Et puis, même après cette reprise économique qui avait été commencée en 2021, eh bien, le PIB marocain restait inférieur de 6,4% à la tendance pré-pandémique. Et puis la croissance potentielle continue de reculer depuis le début des années 2010. Ça va donc être difficile de remonter. Et puis on parle des effets directs du séisme. Au-delà évidemment des pertes en vie humaine, eh bien, il y a des pertes sur l'infrastructure, sur le moyen de subvenir à ses besoins pour les populations. Ça peut être la perte de son taxi quand on en a un, évidemment de son domicile quand on est, par exemple, on reçoit des touristes chez soi, chez l'habitant. Ça peut être la perte aussi des infrastructures comme des routes qui empêchent de se déplacer d'un point à l'autre et qui vont forcément avoir des conséquences à long terme parce que la reconstruction va être longue et difficile. Le tourisme, un poids lourd de l'économie du pays. On sait que combien de Français d'ailleurs voyagent tous les ans au Maroc. Je n'ai plus le chiffre. C'est des dizaines de millions, enfin, pas de Français, non, mais des millions de touristes chaque année. D'ailleurs, les tours opérateurs ont donc commencé à demander aux infrastructures touristiques de faire preuve de souplesse pour les mois à venir. Évidemment, ce n'est pas le problème des vacanciers qui nous intéresse, mais le tourisme, c'est 7% environ du PIB marocain. Et un plan de développement à 4 ans avait été développé pour rebooster l'économie marocaine à horizon 2025. Ça 4 millions de Français en moyenne qui voyagent au Maroc chaque année. 4 millions, c'est des millions, mais des dizaines de millions, c'est à l'échelle internationale. Je vous propose en tout cas de regarder ces précisions d'Étienne Papono sur le secteur touristique au Maroc. À Marrakech, la vie reprend au rythme des travaux, sous le regard des vacanciers. Si certains ont choisi de rester, nombreux sont ceux qui ont préféré quitter la ville. Dans la Médina, l'animation a fui les ruelles, loin de leur frénésie habituelle, un coup dur pour les commerçants. D'habitude, les touristes passent dans notre boutique lorsqu'ils visitent la ville. Mais avec ce qu'il s'est passé, il n'y a pas beaucoup de monde. Pas de visiteurs, pas de clients. Ce phénomène nous a rappelé un peu le Covid. Mais je sais que beaucoup de gens savent que c'est un événement naturel qui s'est passé. Donc il ne faut pas aussi paniquer. Au printemps 2020, un confinement très strict avait été instauré, laissant le Maroc exsangue de ses touristes. Mais depuis la levée des restrictions sanitaires, la fréquentation a connu un fort rebond. Avec les bons chiffres du début d'année en 2023, le Maroc tablait sur un dépassement des niveaux d'avant Covid. Après la catastrophe, les professionnels anticipent une baisse avant un redressement d'ici la fin d'année. J'ai peur des nouvelles réservations. Là, il y aura un problème, je pense,
15 jours, 3 semaines, un mois. Après, ça reviendra, j'en suis sûr. Le tourisme représente environ 7% du PIB du Maroc et une manne cruciale pour Marrakech, capitale touristique du royaume. Et puis ce type de catastrophes ont aussi des conséquences à long terme, parfois sur plusieurs générations. Oui, effectivement. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que les catastrophes naturelles, en général, touchent d'abord les populations les plus pauvres. D'abord parce elles vivent dans des zones les plus exposées. Les riches évitent les zones inondables, les zones dangereuses, les failles sismiques quand elles en ont l'occasion. Donc, ce sont d'abord des populations qui vivent dans des zones plus dangereuses. Par ailleurs, elles ont aussi des habitations qui sont en général plus susceptibles de s'effondrer ou d'être abîmées par les effets de ces catastrophes naturelles. Leurs habitations sont plus fragiles et puis leurs moyens de subsistance sont aussi souvent dans ces moments beaucoup plus exposés. Quand on travaille, par exemple, quand on a un petit restaurant sur le bord de la route, eh bien, il peut être plus rapidement emporté par un ouragan que quand on a un restaurant en dur. Et souvent aussi dans ces catastrophes, eh bien, les populations juste après doivent se débarrasser parfois de leurs moyens de subsistance pour subvenir à leurs besoins immédiats. Exemple, en cas de sécheresse, on vend le bétail. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus le bétail pour ensuite s'enrichir. Et donc les populations risquent de tomber dans ce qu'on appelle le piège de la pauvreté qui se referme. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que ces maisons ne sont pas assurées. Donc quand on perd sa maison, on perd tout. Et souvent, on a toutes ses possessions matérielles. C'est quasiment tout ce qu'on possède. Il y a beaucoup d'économies informelles parmi les plus pauvres et donc pas forcément de compte en banque, d'assurance, etc. Pas forcément de retour. Et puis on retire aussi souvent les enfants de l'école pour les faire travailler. Or les enfants qui sont retirés de l'école ne vont pas améliorer leur niveau de vie et ça va durer sur des générations. Merci Laure, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'impact donc sur l'économie marocaine de ce séisme. Et on va passer au sport avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Laure. Et bien sûr, ce tremblement de terre entraîne une solidarité du côté du monde du sport également. Absolument, à l'image du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, et du sélectionneur Walid Regragui, les Lions de l'Atlas qui ont donné leur sang ce week-end à Agadir et ils ont appelé tout le monde à le faire. Les demi-finalistes qui devaient normalement, du dernier mondial, devaient affronter le Libéria samedi dernier pour le compte des qualifications pour la CAN 2024. La rencontre a été annulée, elle sera reportée à une date ultérieure. Toutes les équipes africaines en lice ce week-end portaient un brassard en hommage aux victimes. On va écouter tout de suite Romain Saïs et Walid Regragui. En tant que joueur de l'équipe nationale, de montrer l'exemple et de faire le nécessaire pour aider notre pays qui est en train de souffrir actuellement. On a une grande pensée pour toutes les personnes décédées. Allah yarhamhum, c'est vraiment un deuil national. Tennis avec la finale de l'US Open. Novak Djokovic qui entre encore un peu plus dans l'histoire. Un 24e titre en Grand Chelem pour le Serbe, décroché donc hier soir à New York. Son 4e sacre à Flushing Meadows, égalant ainsi le record de l'Australienne Margaret Court sur ce même court Arthur Ashe face au même adversaire Daniel Medvedev qui l'avait privé du Grand Chelem calendaire, on s'en souvient, en 2021. Le Serbe et le Russe qui se sont livrés à un combat intense pendant plus de 3h15 et une victoire de Djokovic en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3 avec un deuxième set somptueux de très très haute intensité entre les deux hommes, sans doute l'un des plus beaux de la quinzaine. Encore une fois, il a démontré Djokovic à l'US Open qu'il était toujours l'homme à battre et il a assuré qu'il comptait le rester encore un moment. Sachez qu'il démarre ce lundi sa 390e semaine en tête du classement ATP et là aussi c'est un record, un de plus pour le Serbe qui, je vous le rappelle, est âgé de 36 ans. Paul Pogba aurait été contrôlé positif à la testostérone. Et ça se serait passé lors de la première journée du championnat italien Udinese Juventus le 20 août dernier. On l'a appris cet après-midi, à en croire donc la presse italienne. Ce jour-là, le milieu des Bleus était resté sur le banc. Cette information d'abord relayée par le Corriere della Sera, puis la Gazzetta dello Sport et l'ANSA, la principale agence de presse italienne, est sortie donc ce lundi. Au-delà des apps où l'on en attend désormais une annonce officielle de la Juve. Il était revenu à Turin sous forme de transfert libre à l'été 2022, handicapé par une longue blessure à un genou. Il n'a disputé que 161 minutes, toutes compétitions confondues, la saison passée. Depuis août, il est entré en jeu lors des 2e et 3e journées du championnat. Il est sous contrat jusqu'en 2026.
Et puis Laurent Blanc, limogé de l'Olympique Lyonnais. Oui, il ne sera même pas resté un an au club qu'il quitte alors que l'OL est lanterne rouge de Ligue 1 après un début de saison cauchemardesque. La défaite face au PSG à domicile lors de la dernière journée aura été celle de trop, une humiliation et des joueurs ensuite sermonnés au mégaphone, on s'en souvient, par les supporters. La crise est profonde à l'OL, une crise évidemment sportive mais également en interne sur fond de règlement de compte entre l'ancien président emblématique Jean-Michel Aulas et l'actuel homme fort de l'OL, l'américain John Textor. Laurent Blanc, limité aussi dans son mercato cet été après une décision de la DNCG d'imposer des mesures de restriction de masse salariale. Il était arrivé en octobre 2022, il revenait au plus haut niveau après une longue traversée du désert. Jean-François Vulliez, Jérémy Bréchet, accompagné de Sonny Anderson, sont nommés provisoirement à la tête du groupe professionnel. Aujourd'hui, les noms de Gennaro Gattuso, Habib Beye ou encore Olivier Glasner circulent pour le remplacer. Merci Benoît. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, 19h10, le débat consacré au séisme au Maroc, dont le bilan provisoire s'est alourdi à 2681 morts. On y reviendra avec nos invités à 19h10. On y consacrera aussi une grande partie de notre journal à 19h. Restez avec nous.